Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes dans les studios actuellement de France 3 où nous sommes en train de préparer, nous sommes en train de travailler. Le concours d'éloquence est attribué et dont le nom est Danton. Monsieur Danton, je m'en amuse de ça tous les jours. Ah oui, ah oui, en ce moment-là, on va voir l'éloquence. Ah oui, on va voir l'éloquence. On va envoyer, on va distribuer ça dans, je sais pas comment on va faire ça. Est-ce qu'on va passer, bon, je crois qu'on va passer par le réseau social, hein, parce qu'on n'a pas d'adresse, on n'a pas les adresses des gens. On va travailler ça par le réseau social pour envoyer 10 000 invitations pour que les gens viennent se produire et participer à ce concours. Je voulais juste dire que quand il y a eu le premier concours, il y avait un tirage, il y avait des questions qui étaient faites par tirage dans un panier. Et il y a une question, la première question qui est tombée pour celui qui était en train de concourir, qui était sur le podium. La question était, quel est le livre le plus lu au monde? Et là, j'ai vu tout simplement la macula de celui qui était en train de concourir tourner dans tous les sens. Et moi, j'étais dans la loge. J'avais une vue plongeante depuis la loge sur le podium, sur l'estrade, pour voir tout ce qui se passait. Et je tenais ce bouquin-là, parce que c'est un bouquin dont je ne me sépare jamais. C'est un bouquin que j'ai partout, quel que soit l'endroit où je vais, j'ai ce bouquin-là en moi. Même dans mon oreiller, c'est dedans. Ça ne me quitte pas. Ça ne me quitte pas. C'est un bouquin qui ne me quitte jamais. Dans mon oreiller, dans mes affaires, partout où je suis. C'est un bouquin qui est toujours avec moi et que je ne quitte jamais. Voyez-vous? Mhm. Les choses qui ne périssent pas. Les choses qui ne rouillent pas. Et quand on a posé la question, quel est le bouquin le plus lu au monde? J'ai vu le regard hagard, la macula, la macula justement, un nystagmus qui était là maintenant en train de trembloter devant nos yeux et on se demandait, mon Dieu, comment ça va finir? Et finalement, il n'a pas pu répondre à la question et on lui a donné la réponse. C'était la Bible. C'est la Bible. Hmm. Le livre le plus lu au monde, c'est la Bible. Mon papa me disait toujours, il faut que tu saches, il faut que tu connaisses ton histoire, ton identité chrétienne. Parce qu'il y a des gens qui lisent la Bible sans la comprendre. Il y a des gens qui lisent parce qu'ils n'ont pas appris à la base comment est-ce qu'il faut décortiquer un bouquin, comment est-ce qu'il faut le lire, la compréhension d'un bouquin. Bon, déjà, il faut comprendre les consignes. Quand on a du mal à comprendre les consignes, malheureusement, en général, c'est difficile de comprendre un bouquin. Même un petit livre simple, hein, c'est difficile. Alors, quand je dis à Monsieur Oligui de mettre des petites bibliothèques, des espaces dédiés pour la lecture, pour les enfants, pour les comptines, pour les contes et tout ça. On peut même commencer, on peut même faire les contes de chez nous. On n'est pas obligé de prendre les contes des Occidentaux, les histoires des Occidentaux. Non, on peut prendre les contes. Moi, j'ai grandi avec les contes de chez nous. C'est les contes de chez nous qu'on me racontait quand j'étais toute petite. Et oui, c'est ça qu'on me racontait au coin du feu quand j'étais toute petite. Alors là, nous sommes dans les studios, on est en train de préparer tout ça, on est en train de travailler ça en fait. On est en train de travailler, on n'est pas encore à la phase préparation, parce que la phase préparation, nous ne sommes que à 30% de ce que nous, de 30% du travail par rapport à ce concours. C'est un peu laborieux. Euh, il faut faire des recherches, il faut faire le travail. Mélissa, pardon, va chauffer la voiture là. Va pas plutôt chauffer, va plutôt déplacer la voiture parce que les amendes, tu sais comment on a déjà dû dépasser l'heure là. Va déplacer la voiture parce que là c'est chaud, chaud, chaud. Va déplacer la voiture là s'il te plaît ma chérie. Oui, oui, oui. Tout à l'heure ma chérie. Oui, oui, oui. Hum. Mais tu prends mon deuxième téléphone, tu passes l'appel, tu envoies l'appel. Bisous ma chérie, à toutes. Donc voilà.
Quand on parle à M. Oligui des livres, la nécessité de créer des espaces dédiés pour les enfants, c'est très important. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. M. Oligui a une envie. C'est pas l'envie qui lui manque de réaliser des projets. Mais comme il n'est pas encore assis, comme il n'a pas encore la promesse d'être réélu, d'être élu bien comme il faut, il ne fera aucun projet. Ah oui. Monsieur Oligui a sa manière à lui d'être stratège. Bon, ça c'est une vieille méthode connue du monde, connue dans le monde depuis longtemps. C'est de la sagesse. C'est la sagesse bien connue de certains briscards. Donc, M. Oligui ne fera que ce qui est nécessaire, que ce qui est utile. S'il voit que, bon, regardez le problème de la SEG, la Comilogue, regardez ça. Les morgues, on ne peut plus garder les corps trop longtemps à la morgue parce qu'il y a des délestages d'électricité. M. Oligui, il faut construire des barrages. Il faut construire des barrages. Construisez des barrages. Eh oui, vous êtes amis de la France. Vos amis, c'est la France. Construisez des barrages. Il y a des ingénieurs hydrauliques qui pourraient vraiment venir construire des barrages. On avait le barrage de Kingele qui fournissait énormément l'électricité. On n'avait jamais de délestage, Monsieur Oligui. Subitement, surtout avec le délestage, les corps ne sont plus bien conservés à la morgue. J'ai entendu une histoire la dernière fois, quelqu'un qui avait perdu un membre de sa famille au Gabon, qui a dû se presser rapidement d'y aller parce qu'il y a ce problème de délestage d'électricité pour que le corps ne se perde pas. On voit vraiment que les 14 ans d'un squatteur dit Ali Bongo, c'est compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. Donc, franchement, nous sommes en campagne, nous sommes déjà rentrés en campagne. Monsieur Oligui a déjà pris de l'avance sur tout ça. La campagne électorale, elle est lancée. Les projets, Monsieur Oligui ne fera rien de fort, rien d'impressionnant maintenant, parce qu'il attend d'être correctement élu, parce qu'il est en transition. Alors là, je peux vous assurer, vous dire que Monsieur Oligui connaît mieux le mot transition que le reste. Il comprend bien ce que ça veut dire transition. Il n'est qu'en transition. Donc pour l'instant, il ne peut pas lancer de grands travaux. Ça, je l'ai compris. Ah oui, je l'ai comprise tout de suite, pardon. Je l'ai comprise immédiatement. Je dis, mais tiens, je dis à Mélissa, à mon assistant, je dis, mais tiens, Monsieur Oligui est en train de nous est en train de nous faire une danse du ventre là, que les Gabonais même n'ont pas encore compris. Non, 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 ils n'ont pas encore compris ça, les Gabonais. Que pour l'instant, Oligui ne va pas investir comme ça des grosses sommes de l'argent à grand renfort. Pour l'instant, il s'amuse à éliminer d'abord ses ennemis. Ah oui. Pour l'instant, il se dit, tiens, j'ai encore 1 an. Je veux m'atteler à éliminer tous ceux qui veulent m'empêcher de réaliser ou de rester tranquille ici ou de faire mon élection, de ma campagne électorale, ma mandature tranquillement. C'est ça à quoi il s'attelle pour l'instant. Le reste, là, il n'est pas pressé de lancer de grands travaux, non. Il n'y aura pas de grands travaux à grand renfort, à coût de milliards ou de millions, tant qu'il n'est pas bien assis, tant qu'il n'est pas bien réélu, tant qu'il n'a pas le fauteuil à lui bien, et puis avoir éliminé tout le monde. Ah, ciao, ciao.